Né aux États-Unis dans une situation assez particulière après la Deuxième Guerre mondiale, après la guerre du Vietnam, développement de la consommation de masse et le développement industriel. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que il y a tous des mouvements universitaires à l'époque très importants, dont certainement vous avez entendu parler, notamment autour contre la guerre du Vietnam. Et les architectes, en fait, sont vraiment partie prenante de ce mouvement, hein, pas que les architectes, mais évidemment, mais aussi les artistes, les musiciens. Donc c'est une période extrêmement féconde et créative qu'on va essayer de décrypter un peu. Bon, un seul cours sur ce mouvement est évidemment beaucoup trop court parce que c'est un mouvement très riche, très prolifique. Mais voilà, on va essayer de voir un petit peu l'intérêt que ça peut avoir et peut-être les résonances que ça a sur des mouvements contemporains. Ça, on pourra en parler à un autre moment, mais qui aujourd'hui se construisent face à une crise environnementale, mais également sociale, économique. Alors, on va d'abord regarder quelles étaient les influences de ces gens-là. Parce que les influences, elles sont évidemment plus anciennes. La majorité des jeunes qui vont participer à ces mouvements sont universitaires, donc sont des intellectuels, des universitaires, donc qui sont nourris de pensées transcendalistes. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la figure de Thoreau ou de Emerson, voilà, qui sont un peu les premières figures du 19e siècle qui souhaitaient protéger l'environnement des méfaits de l'industrialisation et qui parlaient de fusion de l'humain avec la nature et des forces cosmiques. Thoreau, par exemple, est parti vivre dans la forêt tout seul pendant un an et il décrit toute sa vie et de sa capacité à affronter la nature. Mais là, j'ai mis quelques références qui me paraissent très importantes, qui sont plutôt des références du XXe siècle. Alors, on va commencer par Jacques Ellul, E2LUL, vous voyez, qui lui est un Français du Sud-Ouest, et qui écrit donc la technique ou l'enjeu du siècle. Et donc, il va beaucoup s'intéresser à la manière dont la société moderne se construit. Et il décrit la société moderne comme une société de la concentration. Alors, il dit c'est la concentration de la production, de la population et du capital. Et il dit cette concentration est vraiment illustrée dans le phénomène urbain qui fait dépendre toute la vie de l'homme de la ville. Et donc, le Laber, donc lui, c'est un rural hein, qui vient du sud-ouest de la France, du Pays basque, et il dit le labeur du paysan devient un travail au service de la ville. Et ce qu'il développe, et là c'est peut-être le point commun entre ces 4 ouvrages là que vous voyez là, c'est une réaction contre la technique. Parce qu'il dit en fait cette concentration n'est possible que grâce à la technique.
Et donc, lui, son diagnostic, c'est que le problème, c'est pas tant le capitalisme que la machine et que l'évolution de la technique. Il montre comment les paysages et les modes de vie sont de plus en plus façonnés par la machine, donc dans les années 50, et que la préoccupation des humains est maintenant d'avoir une efficacité absolument totale. Et donc, la technique, en fait, c'est un peu la nouvelle croyance, une façon presque mystique, en fait, de concevoir le monde avec cette espèce de mythe du progrès qui constitue la partie la plus visible de cette société. Il disait, en fait, ce n'est pas tellement la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. C'est-à-dire que la technique devient quelque chose de complètement sacré. Alors Jacques Ellul, en fait, c'est quelqu'un auquel beaucoup de gens font référence aujourd'hui et qui est considéré comme un des premiers écologistes. Bon, il travaille aussi avec un autre personnage très intéressant qui s'appelle Bernard Charbonneau, qui est aussi du sud-ouest de la France. Et donc, c'est vraiment parmi ces écologistes qui interrogent vraiment la question de la technique et la question du progrès, en fait. Voilà. Et donc, il fait une critique de la consommation jusqu'à l'éloge vraiment d'une certaine frugalité, d'un certain ascétisme, et bien évidemment une prise de position pour la défense de l'environnement avec des positions assez fortes sur la protection, conservation de la nature. Voilà, donc ça c'est pour Jacques Ellul. Ensuite, Lewis Mumford. Lewis Mumford est un personnage très important. Donc là, j'ai mis 2 livres, The City in History et The Myth of the Machine. Ouais, on trouve un petit peu ces mêmes questions. Alors, Lewis Mumford va prendre position contre la technologie également en expansion et l'obsolescence rapide. C'est-à-dire une espèce de course en avant comme ça, vers de plus en plus, la technologie de plus en plus élaborée, la technique de plus en plus qui en remplace une en permanence. Et donc, lui, il va se développer toute une théorie contre la destruction du tissu cellulaire de la ville. Et il en veut beaucoup aux ingénieurs, mais également aux urbanistes. Alors, quand il écrit, c'est dans les années 60, The City in History, 1961, The Myth of the Machine, 1967, et il dit, en fait, le progrès technologique, finalement, résout les problèmes en créant d'autres. Par exemple, s'il permet d'augmenter la production alimentaire, il engendre le risque de pesticides dangereux, et ces effets indésirables ne sont pas forcément prévisibles. Donc finalement, c'est un peu les conséquences de la technique qui posent problème. Alors, dans le The City in History, Lewis Mumford va définir un peu des grandes périodes de l'histoire à partir de un peu 3 phases de civilisation de la machine et la manière dont elle a laissé des traces dans la société. Et il montre comment chacune de ces civilisations a changé le paysage, modifié la forme physique des villes et utilisé certaines ressources et en a délaissé d'autres.
et favoriser certaines marchandises, certaines activités et modifier l'héritage commun. Alors, il considère plusieurs époques, donc la phase éotechnique, par exemple, qui est une phase qui va utiliser l'eau et le bois, voilà, donc jusqu'au XVIIIe siècle, c'est-à-dire médiéval, XVIIIe siècle, donc où les énergies principales vont être et de construction des villes vont être organisées autour de l'eau comme énergie et le bois comme élément de construction et d'énergie. Ensuite, il y a la phase paléotechnique qui va utiliser le charbon et le fer à partir de 1750. Et après, la phase néotechnique qui utilise l'électricité et les alliages. Voilà. Donc, je passe rapidement là-dessus, mais parce que je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup lu aujourd'hui et qui est une référence importante pour beaucoup de gens qui essaient de construire des propos sur la technique et sur la question de la préservation de l'environnement. Et donc, lui, en fait, il essaie justement d'imaginer des équilibres possibles entre l'environnement, les hommes et la nature, l'industrie et l'agriculture, et l'équilibre des populations. Il pensait que la phase néotechnique serait capable d'assurer cet équilibre. Voilà. Et ensuite, bon, de manière un peu différente, en fait, Marshall McLuhan, qui lui reste une référence parce qu'en fait, il s'est intéressé aux médias. Et en 1967, il publie ce livre, Understanding Media, et il fait l'hypothèse que les médias exercent une action profonde sur l'individu et dictent leurs décisions. Et donc, il se demande et il interroge le fait de savoir si les Américains sont capables de développer une nouvelle conscience qui placerait les valeurs humanistes au-dessus des valeurs de la culture technologique. Donc, il s'intéresse également à la technologie, mais vue à partir des médias. Et il s'inquiète justement de la manière dont les médias dictent ou construisent notre manière de voir les choses. Voilà, donc tout ça, bon, un peu rapidement, mais pour vous montrer que ces références-là, qui sont encore totalement valables aujourd'hui, eh bien, étaient des références très importantes pour les architectes américains de l'époque. Alors, il y a un autre élément aussi auquel on fait encore référence aujourd'hui, c'est le rapport du Club de Rome de 1972. Donc, en 1972, eh bien, le Club de Rome confie un rapport à Dennis Meadows, donc un scientifique, sur les limites de la croissance. Et donc, la question, c'est de savoir si, évidemment, on est dans une augmentation très importante de la population mondiale. Hein. Et donc, il y a une inquiétude de savoir si cette surpopulation mondiale est possible. Et donc, cette question de la survie de la population obsède les intellectuels et qui s'interrogent évidemment sur la survie des sociétés occidentales. Et donc, on va s'arrêter 2 secondes sur cette courbe.
Alors, le rapport de Denis Meadows lui a été traduit récemment, d'ailleurs, en français. D'ailleurs, il y a une conférence de Denis Meadows qui est tout à fait intéressante, il avait été invité à l'école d'architecture de Marne-la-Vallée. Donc, la conférence est visible sur Internet. Et Denis Meadows présente à la fois son rapport, le rapport qu'il a remis à l'époque, mais également son point de vue aujourd'hui, qui est évidemment pas très optimiste. Alors, vous voyez sur ce dessin-là, donc il y a 3 époques, 1900, 2000, 2100. Donc, il y a la courbe de la population en orange, et puis il a les courbes des ressources naturelles, de la nourriture et de l'industrie. Et donc, à travers ce rapport, en fait, ce qui montre très clairement, c'est que on arrivera, et en petit poids là, la pollution. Et donc, dans ce rapport, ce qui montre très clairement, c'est l'inadéquation en fait entre l'augmentation de la population et les ressources naturelles et les ressources de nourriture. Et donc, ce qu'il dit, c'est que dans les années 2000, de toute façon, au moment où se croiseront ces inflexions, eh bien, les choses ne pourront pas continuer comme ça. Donc, il met en avant à la fois les pénuries d'énergie, notamment du pétrole, ou en tout cas des ressources finies, voilà, et les difficultés qu'il y aura à nourrir toute cette population qui augmente considérablement. Donc voilà. Alors maintenant, oui. Maintenant, quelques références là d'un point de vue architectural, références qui sont également qui sont des débuts du XXe siècle. Donc que les architectes de la contre-culture dont je vous parlerai après avaient largement connaissance et qui les ont également beaucoup nourris. Alors je vais commencer par Buckminster Fuller. Buckminster Fuller, donc c'est un architecte, ingénieur qui est américain et donc qui est né en 1895. Et qui se passionne dès les débuts du XXe siècle pour la maison comme un produit industriel. C'est-à-dire que lui, il considère que on devrait pouvoir concevoir une maison comme on conçoit une voiture, comme un objet de consommation. Et donc, cette maison pourrait être vraiment facilement transportable, économique et produite en masse. Et donc résoudre des problèmes de logement pour tous. Et donc il va mettre au point également cette maison pour l'armée. Parce qu'en fait, c'est une maison qui peut être transportable en hélicoptère, en avion, et donc posée absolument n'importe où. Alors, ce qui est intéressant dans cette maison, c'est que elle est totalement autonome et elle est extrêmement légère, extrêmement économique. Donc, elle est conçue vraiment comme une voiture. D'ailleurs, elle est en tôle, elle est en aluminium. Elle s'appelle la maison Dymaxion. Alors, Dymaxion, c'est pour Dy comme dynamique, max comme maximum, et ion pour tension. Alors, on va voir comment elle est conçue.
et elle est conçue à partir d'un pilier central et elle utilise des suspensions tendues à partir de ce mât central. Et donc, voilà. Donc là, on voit à gauche, alors c'est une structure par tenségrité. En fait, c'est un peu comme une roue de vélo, vous voyez, donc, comme un parapluie, c'est-à-dire qu'il y a un élément central et des câbles qui sont tendus sur cette structure centrale. Voilà. Donc c'est déjà une structure qui nécessite qu'une seule fondation. Et ensuite, il l'étudie autour d'un élément là qu'on voit en bas à droite, qui est un élément, cet arbre central, c'est aussi l'élément qui va permettre à la maison d'être complètement indépendante. Donc c'est là que l'on a le foyer, donc la cheminée hein, qu'on voit là en écorché, mais c'est là également que l'on a la distribution en eau avec une récupération des eaux. Donc il étudie, mais il passe d'ailleurs cette maison sera très peu réalisée, mais il aura passé des décennies à mettre au point cette maison. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, il est aussi commissionné par l'armée américaine pour envoyer des unités d'habitation dans le Golfe Persique. Mais en fait, ça ne se réalisera jamais. Alors, je montre quelques autres. Vous voyez, comme elle est vraiment conçue comme une voiture. Hein, c'est un grand élément de carrosserie, comme ça. Et elle était donc entièrement chauffée et refroidie par les moyens naturels. Alors, si on la découvre ici en écorché, eh bien, on voit que tous les éléments, on voit bien comment fonctionne la structure, vous voyez, avec des câbles qui viennent tenir les planchers. On voit toute la circulation dans les plafonds et dans les planchers pour chauffer les pièces de vie. Alors, tout un certain nombre de placards qui sont complètement intégrés dans les, vous voyez comme là en fait, donc, qui sont intégrés derrière des portes coulissantes, derrière des placards. Donc c'est vraiment conçu comme un peu comme une caravane, comme une voiture, comme un élément totalement préfabriqué et qui répond à tous les besoins. On voit ici l'arbre central avec une citerne d'eau. Donc l'eau est récupérée de stockage d'eau. Voilà. Voilà, donc on voit que c'est un objet complètement parfait, presque conçu comme une voiture, mais ou comme un avion en fait. Hein. Donc il a essayé de travailler avec des industriels pour vraiment la mettre au point jusqu'au bout. Et l'idée, c'était qu'elle soit vraiment, qu'elle minimise au maximum les pertes de chaleur, mais également qu'elle soit conçue avec un minimum de matériaux, comme on conçoit une voiture, comme on conçoit un avion. Et elle ne pesait que 1360 kilos par rapport à une maison moyenne qui peut peser 150 tonnes. Alors voilà quelques dessins. Donc là, on comprend bien la structure de tenségrité, voilà, qui est à la fois sous-tendue par l'arbre à l'endroit de sa fondation et
par le dessus. On voit tout le système de ventilation, de récupération de chaleur et de circulation de l'air dans la maison, du haut vers le bas, etc. D'ailleurs, il y aura la voiture d'Imaction aussi. Je ne vous la montre pas, mais voilà, donc on voit, mais ça je vais déjà montrer. Le plan un peu zoomé, même s'il est un peu pixelisé, qui montre que tous les... autour de cet arbre central, eh bien, on a intégré toutes les fonctions de rangement, les fonctions de cuisine, avec des éléments pivotants. Voilà, donc la cuisine, le living room et les 2 chambres. Voilà cette maison tout en aluminium. Alors, pour remonter un peu plus loin, une des grandes références de Buckminster Fuller, c'était Catherine Beecher en 1869, qui, elle, avait conçu une maison évidemment très traditionnelle, 19e siècle, et où elle s'était vraiment penchée, c'était une féministe très engagée sur la cause des femmes, et elle avait conçu une maison très fonctionnelle pour les femmes, autour de la cheminée, le four et la cuisine, et donc une maison qui était complètement autonome, très fonctionnelle, voilà. Et avec donc ce système de foyer central qui vient complètement chauffer toute la maison. Alors la grande différence entre la maison de Beecher et la maison de Buckminster Fuller, c'est que la maison de Beecher, en fait, c'est encore une maison traditionnelle et qui est une maison qui est massive et donc qui fonctionne autour d'une enveloppe massive, alors que la maison d'Imaction, elle est légère et elle est totalement en aluminium. Donc, d'un côté, dans la maison de Beecher, on a une inertie importante, et dans l'autre, on a une production de chaleur qui doit permettre d'avoir une maison extrêmement légère. Ça rejoint un texte très important des années 70 qui est écrit par Rainer Banham et dessiné par François d'Allégret, qui est Home is not a house, et qui interroge la conception architecturale en lien avec l'évolution des techniques. Alors dans ce texte, je pourrais vous l'envoyer si ça vous intéresse, mais voilà, qui n'est pas un texte très facile. En tout cas, ce qui est intéressant dans ce texte, c'est que Rainer Banham, en fait, il s'intéresse au feu de camp. Et il montre, en fait, que, par exemple, il dit, quand les Indiens ont du bois, qu'est-ce qu'on peut faire avec du bois? Donc, avec du bois, on peut construire une cabane, ou avec du bois, on peut faire un feu. Et qu'est-ce qui est mieux, finalement? Est-ce que c'est mieux de construire une cabane ou de faire un feu? Alors, Rainer Banham, en fait, il prend position pour le feu. Parce que lui, en fait, il dit, et c'est dans ce petit dessin, qui est dans un autre article que celui-là, mais dans ce petit dessin, en fait, il montre comment, finalement, quand on a une source de chaleur, on a la spatialité idéale. Parce que quand
on est autour d'un feu de camp, eh bien, on peut, en fonction du vent, en fonction de la température extérieure, on peut plus ou moins se rapprocher du feu de camp et avoir, se créer son propre espace. Et il montre comment l'espace se déforme en fonction de tous ces éléments-là. Et donc, on a un peu comme un cercle autour du foyer qui serait un peu le cercle idéal de la spatialité architecturale. En fait, ce qu'il démontre avec ça, et à gauche, en fait, il montre le dessin inverse, qui est celui d'une maison qui est extrêmement fermée, extrêmement protégée, avec un gros manteau qui protège la chaleur à l'intérieur. Vous voyez ? C'est-à-dire qu'à droite, en fait, on a un espace qui est complètement ouvert et chauffé par un feu de camp, et à gauche, on a une maison qui est complètement isolée par l'extérieur, calfeutrée, comme une bouteille thermos qui garde la chaleur à l'intérieur. Voilà. Et Reiner Banham, il en arrive à dessiner ce schéma-là, vous voyez, qui n'est pas sans ressembler à celui de Buckminster-Fuller. En fait, il dit, mais avec tout ce qu'on sait faire aujourd'hui pour produire de l'énergie, eh bien, la spatialité de la maison peut être extrêmement légère et extrêmement libre, voire ne pas en avoir du tout. Et d'ailleurs, dans son dessin, en fait, il représente des personnages nus pour montrer que, finalement, ils sont dans un espace qui est tout à fait confortable, rendu confortable par cette machinerie. Et donc, il parle des environment bubbles, donc la bulle environnementale, qui est en plastique transparent et qui est donc dans un environnement d'air conditionné absolument parfait. Voilà. Donc, ce que veut dire Reiner Banham là, c'est que entre la technique et la conception architecturale, eh bien, il y a un lien extrêmement étroit. Voilà, donc là, j'en ai fini avec les références, enfin quelques références, hein, parce que quelques références qui inspirent ces architectes de la contre-culture. Et maintenant, on va rentrer plus dans ces mouvements de contestation des années 60-70. Alors, ces mouvements, en fait, commencent aux États-Unis dans les années 50 et ils vont durer jusqu'aux années à peu près 75. Donc, c'est le mouvement hippie, les réactions, les mouvements pour les droits civiques, les manifestations contre la guerre du Vietnam, mais également des revendications féministes, également des mouvements indiens et noirs américains. Voilà, donc pour vous rappeler rapidement, donc, la Deuxième Guerre mondiale, vous savez, il y a aussi Hiroshima 1945, la guerre du Vietnam qui dure de 63 à 73, et puis il y a aussi aux États-Unis le développement des grandes villes, hein, des tours, la construction des tours, le développement du capitalisme, de l'industrie, la disparition de l'industrie traditionnelle avec des industries autour de Pittsburgh, de Détroit qui sont complètement démantelées. Et puis, l'entrée à l'université d'une nouvelle génération, d'une génération
qu'on a appelé la génération du baby-boom, et donc qui développe un véritable nouveau mouvement, génération aussi, qui était contrainte de partir au Vietnam pour faire son service militaire. Voilà. Donc tout ça, en fait, crée une espèce de contexte qui est mené essentiellement par des universitaires, par des étudiants qui réagissent avec donc l'émergence de la musique rock, de mouvements artistiques importants, tous fédérés autour d'une critique globale de la société. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment la jeunesse qui devient moteur du changement et qui se place vraiment au centre de la vie culturelle et économique et politique du pays, et qui, pour contester les hiérarchies établies et cette société dans laquelle ils ne veulent pas rentrer, ou c'était qu'ils refusent, eh bien, ils créent ces mouvements de contre-culture. Donc ici, un ouvrage de Caroline Magnac qui était publié en 2014, pardon, et qui raconte justement tous ces mouvements-là avec une iconographie et des références extrêmement intéressantes. Voilà. Alors, ce qui se passe en fait, c'est que, d'ailleurs c'est pour ça que Caroline Magnac appelle son livre Go West, des architectes au pays de la contre-culture, parce qu'il y a un grand mouvement de déplacement de ces jeunes vers l'ouest, et vers le sud. Vous voyez, ça, ce dessin, cette carte des migrations vers l'ouest de l'architecture alternative, qui montre tous ces mouvements qui viennent des grandes villes, hein, de Chicago, de Détroit, de Washington, de New York, etc. Et donc, ils fuient ces grandes villes pour aller construire des nouvelles sociétés dans l'ouest des États-Unis, hein, que ce soit dans le Colorado, au Nouveau-Mexique ou en Californie. Voilà. Alors je vais essayer de vous passer un petit film, on va voir si ça marche. Alors, je ne sais pas si je ne sais pas le mettre en plein écran. Alors, bon. Sinon, je vais quitter, je vais peut-être le remettre en plein écran à partir de mon fichier. Alors, c'est un petit film d'Agnès Varda. Je ne sais pas si vous connaissez Agnès Varda, mais c'est une cinéaste artiste et qui va voir son oncle. Alors, je crois que ça ne marche pas là. Si. Alors, attendez. Parce que là, vous n'allez pas en partager, là, si? Si, on voit très bien. Si. Vous voyez très bien. Bon, alors, je le repasse. Oui. Super. Alors, c'est reparti. Céleste flotte. Les célestes n'ont pas de haut et de bas. San Francisco, on l'appelle déjà la ville sainte. C'est la ville de l'amour. L'art hippie, psychédélique, c'est magnifique. C'est peut-être une explosion de joie. Aussi la nuit, très formidable. La nuit, nous l'assimile à Dieu. Et puis il y a les aurores, aux doigts de rose. Moi, je suis grec. La Grèce actuelle, en ce moment,
elle est entre les mains de salauds. C'est la junta militaire. Aussitôt qu'il y a quelqu'un qui pense librement, qui est foutu en prison. Non, je ne me mêle pas à la politique. Je suis du côté de la jeunesse. Toutes les universités, c'est-à-dire les hommes de demain, les hommes qui vont gouverner l'Amérique, sont tous contre le gouvernement. Ils se font massacrer par la police. C'est une protestation magnifique contre la guerre. Ici, au fond, c'est une révolution sans épanchement de sang. Sans les intellectuels qui pensent qu'il faut cesser la théorie, que la théorie ne mène nulle part. Socialito, c'est ce qu'on appelle aquatic suburbia. Alors, les faubourgs aquatiques, ça représente en général l'antique chose. Ce sont des gens qui sont enfin, pas des révoltés avec des pistolets, ce sont des révoltés contre le système, contre cette manie de l'Amérique de gagner de l'argent, mais ils sont des gens vraiment tous bien. Ici, chacun fait sa maison, sur des pilotis, sur n'importe quoi, des flotteurs. Il y a quelque chose d'une pagode orientale. C'est une machine désaffectée, une vieille machine. Sur la carcasse, n'est-ce pas, en forme de la lettre A, il a bâti autour de ça. Les ornements, les poils, tout ça, c'est lui. C'est un inspiré. À la petite maison, ça c'est un écrivain. Il va là pour échapper au bruit. C'est un fermier je sais pas, du centre de l'Amérique. Il a à bord un cochon, 2 ou 3 canards, de temps en temps, s'échapper. Et puis il a des poules, des œufs frais, des patates. Il a une chèvre, il donne du lait. Il est heureux. C'est important d'être toujours près de la mer. La mer, c'est l'élément de l'amour. D'ailleurs, les Grecs le disent. Aphrodite sort de l'eau. Et le grec qui le dit vit sur l'eau, dans cette maison flottante digne des dessins animés, dans cette arche digne de Noé, dans cette île digne d'un grec. Celui qui vit là, cet Américain qui parle si bien français en roulant les airs à la grecque, c'est un peintre. C'est mon ancêtre, ma racine flottante, quelqu'un de ma famille. Je savais qu'il existait. Un voyageur m'en avait parlé et j'avais lu Miller. Mais un nom, c'est peu de choses. Passant par San Francisco, j'ai voulu le rencontrer dans ses faubourgs aquatiques. J'ai délégué mon ami Tom aux informations et aux présentations, ne sachant pas du tout sur qui j'allais tomber dans l'eau. Famille imaginaire, je vous aime. Je vous dédie parmi ces images d'album la scénette qui va suivre, où nous avons rejoué pour vous la reconnaissance avonculaire, ou comment Uncle Yanko a reconnu sa nièce Agnès. Varda? I bring someone who would like to meet you. It's Agnes Varda. Agnes. Is she the daughter of Eugène? Bob. Vous êtes la fille d'Eugène Varda? Oui, c'est vrai. You are the daughter of Eugène Varda? Yes, sir. Is he married to Eugène Varda? Scene C8, take 2. Is he married to Varda? To Eugène? Sound. Vous êtes la fille. Scene Vous êtes C8. the daughter of Eugène Varda? Bon, je ne vous le passe pas en entier parce qu'on n'a pas le temps. Mais si vous êtes intéressé, je pourrais vous l'envoyer en lien. On va continuer avec ça. En fait, ce que je voulais vous montrer avec ce petit film, bon, d'abord, c'est Agnès Varda, qui est quand même quelqu'un qui est une grande cinéaste et qui est décédée il n'y a pas très longtemps, hein, il y a quelques mois. Et donc, pour montrer à quel point ces
ces nouvelles communautés qui sont construites sont fondées sur tout un nouvel imaginaire architectural autour de l'autoconstruction, vous voyez, de matériaux très simples, d'autonomie alimentaire, donc il y a des animaux, etc. Et donc dans lesquels les architectes ont une place tout à fait importante dans la construction de ces communautés. Alors, une autre dimension qui est très importante et qui rejoint le document que je vous ai fait lire de Énergie libre, c'est la volonté de ces intellectuels de diffuser leur savoir. Et donc de véritablement construire une nouvelle société de contre-culture, et donc de diffuser au maximum leur savoir au maximum de gens, montrant qu'une autre vie, une autre vie est possible, une autre civilisation, une autre société est possible. Et donc pour ce faire, eh bien, ils utilisent des catalogues. Mais des catalogues, véritablement, des catalogues de do-it-yourself, vous voyez, comme vous avez des tutos aujourd'hui sur Internet, hein, ils veulent vraiment que l'architecture soit accessible à tous et qu'ils se présentent comme des livres de recettes. Il y en a beaucoup qui vont appeler ça des cookbooks, donc des livres de recettes. Et dans ces livres, dont un très connu qui est le Woolworth Catalogue, lancé par Steve Brand en 1968. Donc Steve Brand, lui, il est biologiste et il prend très clairement comme modèle les catalogues de vente par correspondance. Et il s'adresse en priorité à cette génération qui choisit de quitter les villes, loin des commerces, pour aller à la campagne. Et donc, il promeut dans ce catalogue, il promeut l'autoconstruction et donc il transmet de la connaissance. Alors, on va en regarder quelques pages, notamment le sommaire. Alors, c'est un catalogue qui va paraître, je ne sais plus, 3-4 fois par an, et donc qui va être diffusé très largement, et qui va s'intéresser à la fois au système un peu intellectuel, ou donc à des livres intéressants, mais également à des techniques de construction d'abris, shelter and land use, l'industrie et l'artisanat, mettant évidemment la valeur artisanale en premier, la communication, voilà. Alors, si on regarde quelques pages, dans le premier numéro donc, de 1968, une des premières figures, c'est Buckminster Fuller, qui est présenté comme quelqu'un, un personnage qui a vraiment contribué à l'élaboration de techniques extrêmement simples et au développement d'éléments de structure qui permettent à chacun de se construire une maison, de se construire une voiture, etc. Donc là, il y a des structures qui sont mises en avant et qui sont expliquées de manière très simple. Donc là, j'ai mis que quelques... Moi, je crois que j'en ai mis plus, mais bon, peu importe. Et dans ces catalogues, donc, on retrouve toutes sortes
d'éléments de la vie quotidienne. Alors, ces catalogues vont avoir une grande influence, ou ces mouvements vont avoir une grande influence en France. Ça, c'est une exposition en 1975 qui s'appelle « Architecture marginale aux États-Unis au Musée des Arts décoratifs ». On voit des jeunes Américains et leurs cabanes dans les arbres. Voilà. On voit donc aussi un livre bande dessinée qui s'appelle L'Ange 01, qui est écrit par les dessinateurs et journalistes Charlie Hebdo entre 1970 et 1974, et qui fera l'objet après d'un film de Jacques Doyon, et qui réunit énormément d'acteurs et de séquences tout à fait intéressantes. Et donc, l'idée de cette bande dessinée, de ce film, c'est de dire on arrête tout, on réfléchit, et c'est pas triste. Alors, c'est pas triste, vous voyez que dans l'énergie libre aussi, il y a un grand humour, c'est-à-dire que on est ensemble, on est heureux et on va créer une nouvelle société. Et donc, c'est pas du tout triste, en fait, hein, parce que ce qu'on va faire, c'est vraiment ce qui est important. Voilà. Et donc, quand il décrit « Faites un enfant, il vivra là », eh bien, la position alternative, c'est de construire une autre société. Et donc, dans l'an 01, donc si vous avez l'occasion de regarder le film, faites-le, parce que c'est un film qui est assez démonstratif de l'esprit, de la jeunesse de cette époque-là. Oui, donc c'est un film qui est écrit par Jacques Doyon, mais aussi avec des interventions d'Alain Resnais et de Jean Rouch, donc des cinéastes très connus, et qui est basé sur des histoires que les gens ont racontées dans Charlie Hebdo, de la manière dont ils voyaient la société de demain. Voilà. Bon, énergie libre, du coup, j'avais prévu de vous passer quelques diapositives, donc je vais passer assez vite et je vous renverrai le document un peu plus lisible. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve cette idée comme ça de catalogue, de dessin très simple que tout le monde peut comprendre. Et donc, ça s'adresse, donc c'est, comme vous l'avez compris, lié à une exposition au Musée des Arts Déco sur les énergies. Et donc, la question, c'est de mettre en parallèle des données, des études menées par des scientifiques qui ont la particularité de s'intéresser à des techniques extrêmement simples, qui font appel à des technologies presque qu'on peut fabriquer soi-même. Pour la plupart, on peut toutes les fabriquer soi-même. Et en parallèle, donc la dimension très créative et ludique de Reiser, qui est un très grand dessinateur de bande dessinée, de presse, etc., et qui décompose, par exemple, la fabrication d'une photopile, qui montre comment on peut, alors ça vous les avez vus, hein, je passe assez rapidement, le barbecue solaire par exemple, c'est vraiment pas, il suffit de concentrer la chaleur pour pouvoir faire cuire un steak ou un poulet, voilà. Également le four, on peut faire soi-même tricoter par exemple un calorifugeur pour protéger une marmite en terre et la rendre avec un élément de verre noir, voilà, capter l'énergie solaire et
et chauffer l'intérieur. Voilà. Donc des choses extrêmement simples. Après, l'énergie éolienne et la manière dont l'inspiration vient de techniques extrêmement anciennes, depuis toujours. La maison individuelle et la manière dont, là on retrouve, on en parlera après en fait, des constructions à la Buckminster Fuller à partir d'éléments de tétraèdes assemblés, mais également des panneaux solaires, des maisons solaires, etc. Et puis, ce qui est quand même assez remarquable, c'est comment on adapte ces techniques à l'adaptation énergétique du bâti existant, des fermes, etc. Et donc, montrant par exemple que si on met une serre sur le pignon de la maison, eh bien, on va capter la chaleur qui va après chauffer la maison elle-même. Ou bien le système de remplissage de pierre qui va jouer un rôle d'inertie et donc capter la chaleur avec des systèmes de ventilation qui vont chauffer à l'intérieur. Ou bien voilà, des murs qu'on appelle des murs trombes en fait, qui vont récupérer également la chaleur et la transmettre à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, je reviendrai après parce qu'on va parler de la maison de Steve Baer à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Mais beaucoup d'éléments aussi sur ces constructions en dôme qui rejoignent des constructions, ici les bergers d'Ouzbékistan, qui prennent leur repas extérieur avec une cuisinière solaire, et derrière on voit la maison traditionnelle ouzbèque, ou bien des maisons solaires de l'époque, avec leur forme très particulière et qui comportent à la fois une éolienne, du solaire, de la captation, etc. Voilà. Des bidons d'eau peints en noir, remplis d'eau et peints en noir, qui vont également concentrer la chaleur, etc. Alors, dans les cookbooks, hein, celui du collectif Ant Farm est également très intéressant. Donc là, je vais maintenant focaliser sur, on a encore du temps, oui, ça va, ça ira à peu près, sur deux exemples. L'exemple du collectif Ant Farm, qui est un collectif qui a été créé en 1968 à San Francisco par des architectes et qui, lui, va s'intéresser à l'architecture gonflable. Et puis après, l'exemple de Steve Baer dans une autre communauté d'architectes. Alors, Ant Farm, vous voyez, c'est le In-Flat Cookbook, hein, encore. Donc, comment réaliser des structures gonflables dans lesquelles on peut habiter. Alors, donc ils vont de la même façon, sous forme de bande dessinée et de choses très drôles, très attractives et accessibles à tous, présenter l'habitat idéal comme étant, alors eux, ils vont revenir aux découvertes de Léonard de Vinci, comment on peut imaginer des structures. Alors, ils prennent des structures de 15 mètres de diamètre et dans lesquelles on peut être totalement dans un microclimat idéal. Encore une fois, on représente des personnages nus pour montrer à quel point le confort est idéal.
Il montre même comment les enfants eux-mêmes peuvent se construire des maisons gonflables et des petites maisons, donc, voilà, ou comment on peut construire des maisons plus importantes avec des éléments donc, gonflables. Donc, voilà, donc avec tout un système de structure autour duquel la toile vient voilà, on voit la coupe ici, hein, et le système qui est assez important, hein, parce qu'on voit un nombre de personnages à l'intérieur dans lesquels on a une espèce de maison ouverte, complètement communautaire et idéale. Alors, ils en arrivent même à imaginer des ant farms, c'est-à-dire des systèmes dans lesquels eh bien, on va pouvoir développer de l'agriculture dans le désert. Donc, je vous montre en fait parce que je trouve que la manière de traduire l'architecture est particulièrement intéressante. Cette dimension de communication de l'architecture, je trouve, est assez remarquable dans le collectif Ant Farm. Si vous voulez regarder, en fait, c'est un collectif extrêmement créatif et qui a produit beaucoup de petits films également. Alors, un autre catalogue, un catalogue qui est encore vendu aujourd'hui, qui s'appelle Shelter, par un autre personnage, Lyot Kahn, en 1973, et qui est toujours réédité aujourd'hui. Alors, ce qui est particulier en fait chez Lyot Kahn, c'est que lui, il va mettre en parallèle l'architecture vernaculaire rurale et ses inventions de ces communautés de la contre-culture. Il montre ici, donc il décrypte les systèmes constructifs ici de l'English Cottage et il montre très précisément comment ces constructions sont réalisées, les formes de la charpente, des systèmes sur pilotis décollés du sol, etc. Il s'intéresse beaucoup aussi au dôme, auquel il va consacrer une bonne partie du catalogue, et notamment des maisons rondes en adobe du Nouveau-Mexique. Là aussi, à chaque fois, eh bien, vous voyez, ce sont vraiment des pages qui sont présentées avec plein de petits croquis, avec des petites explications à côté, donc des relevés très précis en fait, hein, des techniques constructives, à la fois de la relation entre les briques de terre crue et la structure bois. Et là, on va faire un focus plus particulier sur les dômes. Donc, les dômes ici, et donc Lyot Kahn va consacrer, donc, comme je le disais, plusieurs pages, une grande partie du livre aux dômes, en
en essayant de comprendre quel était le meilleur système constructif, donc les dômes construits en structure bois, les dômes en béton, les dômes en métal. D'ailleurs, il y a un entretien, enfin, je vais après. Voilà, les dômes comme un élément d'architecture ici en bambou, qui a à la fois la structure en bambou et la couverture également en bambou et en canne. Là. Alors, je ne sais pas d'où ça vient, ça, c'était... tous les systèmes montrant que c'était un système constructif ancestral qui est réinterprété aujourd'hui. Voilà, donc il revient là au dôme de Buckminster Fuller et il consacre aussi tout un chapitre à Steve Baer, donc Steve B-A-E-R, qui est un architecte important de la contre-culture et qui va s'installer au Nouveau-Mexique et créer, d'ailleurs on en parle dans Énergie libre, hein, créer une communauté que ça va appeler Drop City comme voulant dire on abandonne la ville, hein, on quitte la ville. Et dans ce livre, il y a tout un entretien avec, dans son catalogue, il y a un entretien avec Steve Baer où il lui demande et si c'était à refaire, est-ce que les dômes seraient en aluminium ou est-ce qu'ils seraient plutôt en bois, etc. Et donc ça, c'est la maison de Steve Baer. Et Steve Baer répond, non, en aluminium, c'est beaucoup mieux parce que il reprend en fait cet exemple de la maison d'Imaction avec comme une voiture, en fait, hein, en aluminium. D'ailleurs, la première maison de Steve Baer était construite avec des tôles récupérées de voitures. Et alors, on reviendra après dessus, mais ce qui est intéressant dans cette maison, c'est cette accumulation d'éléments sphériques, en fait, de ces dômes, juxtaposés les uns à côté des autres. Donc ça, ce sont les pages toujours de Shelter de Liot Kahn. Et alors, je vais vous repasser un petit film parce que celui-là, alors, attendez. Hop. Je crois que normalement, je l'avais directement là. Voilà, il est très court. Hein. Vous voyez là? Oui. It was kind of a rebellion against important people and authoritarianism. We bought the property for $450. We packed all our stuff up in a funky car and we drove to Trinidad, Colorado, to this piece of land that became Drop City. None of us had ever had any building experience. We put up the wooden structure out of 2x4s. I think I had the idea of using bottle caps. And that's how we bound together these skids of that first dodecahedron dome. By the summer, there were 12 people living there. Whatever we were doing, we thought we were inventing it for the first time ever. We weren't used to contemporary art here. We didn't even have graffiti at the time. They discovered the joys of dynamite. They were scavengers and turned this into an art form. I was playing around
with new ideas in geometry and new structures. I made things with car tops. In any junkyard in the country, you can get car tops from 15 to 40 cents a piece. Sometimes the junk men even give them to you just to watch the crazy hippies bust their asses chopping them out. Now, they would probably be called a green community, way before the term green was used. By word of mouth, by stuff in the underground press, that whole thing of road trips. Drop City was one of the stops. The idea of the Joy Festival came up. A crazy, great event in the middle of the desert. There were drugs everywhere, drunks everywhere. The use of drugs in Drop City was minimal, but unfortunately, drop acid, drop out, Drop City. Flood of indigent transients became impossible to deal with. It was the beginning of the end. Deserters from the military, runaway kids, people with warrants for their arrest. The bikers came in. Then there was a murder after that. No money, starving. I did not want to leave, but I could no longer stay in a place that was now everything I hoped to escape from. It reminded me of the gold rush. In the old days, it was money, and in this period of time, it was like the true life, I would say. I was really looking for the true life. Voilà, donc pour vous montrer encore un peu une ambiance de ces communautés, et bon, on voit assez rapidement comme ça le système constructif, mais voilà, donc de cette petite ville qui était organisée autour de ces dômes, couverts par des tôles de voitures récupérées et totalement autoconstruites. Voilà. On va terminer par la maison de Steve Baer lui-même, donc qui est organisée, comme je vous disais, à partir de ces petits modules agrégés les uns aux autres, qu'il a appelé lui-même des zomes, Z-O-M-E-S, et de ces panneaux qui sont comme des grands panneaux que l'on veut, je vais vous les montrer après, que l'on peut rabattre pour... je vais vous montrer après. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette maison est entièrement autonome d'un point de vue énergétique, donc il y a à la fois des poêles à bois, des murs en briques en adobe, donc en briques de terre crue, et des systèmes de bidons peints en noir et remplis d'eau qui viennent récupérer la chaleur du sud. Voilà. Alors, si on voit en coupe, donc on a des systèmes en briques d'adobe. Ici, les bidons d'eau remplis d'eau, des bidons peints en noir remplis d'eau. Là. Et ici, comme des grands volets que l'on peut ouvrir ou fermer, c'est-à-dire que pendant la journée, en fait, on ouvre les volets. Ah, voilà. Pendant la journée, on ouvre les volets, c'est des volets en aluminium également. Donc, le soleil chauffe les bidons d'eau et le soir, on referme les volets. Donc, on est dans le désert, on est dans le Colorado, donc il fait très froid la nuit, très chaud pendant la journée. Et comme ça, l'eau se transmet à l'intérieur de la maison. Voilà, on voit l'ambiance de ces bidons à l'intérieur de la maison. Et cette forme complètement organique
à la fois complètement ouvert et composé de cellules additionnées les unes aux autres. Et voilà. Et cette maison, en fait, est assez représentative de ce mouvement. D'ailleurs, Steve Baer a après réalisé d'autres, alors plutôt en tant qu'architecte, d'autres maisons autour de ce principe des ohms qu'il a essayé de perfectionner de plus en plus. Voilà, voilà. Je crois qu'on arrive à la fin, là. Est-ce que vous avez des questions? Alors, c'est un peu dense, en fait, parce que c'est une période, c'est vrai, très, à la fois très prolifique, très riche et qui a, sur un temps très court, a produit énormément de choses. Est-ce que vous avez des questions de compréhension? Moi, j'ai une petite question, madame. Est-ce que ce serait possible que vous nous envoyiez la vidéo, enfin le film de Agnès Varda par mail ou pas? Bien sûr, avec grand plaisir. Merci. Et il dure un quart d'heure, on en a vu un tiers, quoi. On pourrait le trouver où, le film L'an 01, du coup? Alors, il passe en salle de temps en temps, mais pas très fréquemment. Sinon, je ne sais pas. Je ne sais pas, il faut voir. Il est peut-être à l'école, hein. Je peux peut-être le faire acheter à l'école, sinon. Regardez s'il n'est pas à l'école.